L'échec est une crise de conscience qui entraîne une prise de conscience. Mais nous le savons tous, l'échec dans la vie n'est pas l'échec de la vie. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, où nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent, car, comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand c'est information, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, quartiésard, et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Et comme à notre habitude, nous allons continuer à nous interroger. Géopolitique, vol, pillage, spoliation, que serait la France sans l'Afrique? C'est notre grande interrogation. Géopolitique, vol, pillage, spoliation, que serait la France sans l'Afrique? Nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Ces mots sont de Jacques Chirac, un des chefs d'État français, confessant les méfaits de son pays sur le continent noir quelques années avant sa mort. Durant sa présidence qui a duré 12 ans, Jacques Chirac n'a pas manqué de dire que ses prédécesseurs et lui ont fait en Afrique ce qu'ils ont fait de bizarre, ce qu'ils ont fait de mauvais et tous les crimes qu'ils ont commis. Même à la retraite, il a dénoncé ceux qui ont saigné ce continent pendant des siècles, y compris son propre pays. Malgré les critiques sur le clientélisme de la France-Afrique et son soutien au régime corrompu, Jacques Chirac garde une image plutôt positive auprès des Africains. J'aime l'Afrique, ses territoires, ses peuples et ses cultures. Je mesure ses besoins, je comprends ses aspirations. Ainsi s'exprimait Jacques Chirac devant les représentants des 48 États africains réunis au sommet franco-africain de Cannes. C'était en février 2007. Le président français s'était interrogé sur la place de l'Afrique dans la mondialisation. L'Afrique, disait-il, ce sont des crises, des blessures au flanc du monde dont la communauté internationale ne peut détourner les yeux. Il mettait alors en garde contre l'abandon de ce continent qui pourrait une nouvelle fois être mis au pillage, laissé pour compte de la prospérité et isolé dans ses difficultés. Dans une interview accordée à la presse après son départ de l'Élysée, Jacques Chirac a reconnu que les richesses de l'Afrique ont été pillées, y compris par son pays. Et il a demandé qu'on rende aux Africains ce qu'on leur a pris. On oublie seulement une chose, c'est qu'une partie, et surtout une grande partie, de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. D'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans un proche avenir. Malgré toute cette confession, si ce n'est pas fait à dessein pour corrompre quelques-uns, que vaut la France sans le continent noir? Que vaut la France sans l'Afrique? À cette question, la réponse est claire. Rien. R-I-E-N. Oui, tout le monde le sait et la France elle-même le sait. Elle ne peut pas vivre sans l'Afrique. Elle ne vaut rien sur l'échiquier mondial et ça passe au Conseil de sécurité des Nations Unies. Sans l'Afrique, eh bien, elle ne serait absolument rien. En réalité, la France est pauvre. Que produit-elle? D'où viennent toutes ces richesses? Son or, l'uranium et j'en passe. Eh bien, chers Français, qui doutiez encore, c'est du pillage, du vol, du viol, de la spoliation, des crimes, des massacres des peuples, des conflits, des coups d'État, des génocides, des assassinats des peuples africains que vous pouvez vivre librement et avoir de quoi manger sur la table. On se rappelle de la réponse véhémente de Jacques Chirac lors d'un entretien improvisé avec quelques journalistes à Yaoundé, la capitale camerounaise. L'ancien chef d'État français se métamorphosa subitement en un avocat de l'Afrique contre l'Église donneuse de leçons. Il avait dit, je cite, « Nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Commença-t-il. Ensuite, nous avons pillé ses matières premières. Après, on a dit, ils, les Africains, ne sont bons à rien. Au nom de la religion, on a détruit la culture. Et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique leur cerveau grâce aux bourses. Puis on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne digénère pas d'élite après s'être enrichie à ses dépens. On lui donne des leçons. » Fin de citation, tous ces mots sont de Jacques Chirac. Voilà pourquoi nous aussi,
nous nous interrogeons, en rentrant un peu en arrière, pour demander géopolitique, vol, pillage, spoliation, que serait la France sans l'Afrique? En tout cas, c'est notre grande interrogation aujourd'hui. Et pour répondre à nos questions, eh bien, nous sommes avec un enseignant. Il s'appelle Dr Jean-René Douma, enseignant d'université, grand enseignant depuis de longues années aujourd'hui, depuis des décennies, qui a pris justement le temps de répondre à nos questions. Dr Jean-René Douma, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Steve Jocelyn Ngos. Merci pour cette autre invitation. C'est un plaisir toujours renouvelé de pouvoir partager vos plateaux aussi riches de dimensions planétaires. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui ne cessent de nous faire confiance. Bonjour également au top management de Pan-African TV. Parce que sans ces hommes visionnaires des médias panafricanistes, le combat serait plus difficile qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc je suis content d'être là. Merci. Très heureux de vous avoir, Dr Jean-René Douma. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Nous savons que vous prenez tout de votre temps pour nous accorder, on va le dire comme ça, quelques heures. Et d'ailleurs, vous êtes là depuis très tôt ce matin. Nous vous disons merci. C'est pour une bonne cause. Voilà. Et nous nous interrogeons ce matin, Dr Jean-René Douma, géopolitique, vol, pillage, spoliation, que serait la France sans l'Afrique? Commençons par là. Je commence par cette question, que serait la France sans l'Afrique? Alors, si nous partons du fait que la France, jusqu'alors, vit aux dépens de l'Afrique, on pourrait dire rien. Oui. Je suis persuadé que il y a un déficit criard de leadership politique à la tête de la France depuis un certain nombre de mandats. Là, vous avez cité Jacques Chirac, oui, qui fait un aveu. On a pillé l'Afrique 450 ans. Oui. Il parlait au passé, mais en réalité, ça n'a pas changé. Les pillages, les vols, les crimes, tout cela continue. Oui. Les méthodes ont été un peu artificialisées pour que ce ne soit pas très voyant. Mais de toutes les façons, nous continuons de dire que les choses n'ont pas fondamentalement changé. Alors, s'il y a un leadership qui comprend les transformations, les mutations du monde, et qui sait qu'il faut s'adapter à ces mutations, la France aurait une chance, oui, de comprendre que l'Afrique est en train de se libérer, que la France ne le veuille ou pas. L'Afrique va totalement se libérer de la France, et de comprendre que soit elle doit se mettre dans une posture de repenser toute sa politique, non seulement vis-à-vis de l'Afrique, mais sur le plan global, parce que nous sommes dans un monde qui est en train de se multipolariser. C'est une opportunité pour les pays aussi comme la France de pouvoir repenser leur fonctionnement jusqu'aujourd'hui. Mais je pars du fait que si aujourd'hui il y a une scission entre la France et l'Afrique, la France ne serait rien du tout. Elle serait véritablement parmi les pays les plus pauvres du monde. Pas leur classement à eux, parce que leur classement à eux n'est pas le vrai classement. Mais là, la France serait vraiment parmi les pays les plus pauvres du monde. Ça ne nous gêne pas de le dire. Ça ne me gêne pas que ça arrive, parce que moi, je suis panafricaniste, oui, et tout ce que la France a fait contre l'Afrique n'a aucune excuse. Tous les crimes qui ont été perpétrés jusqu'aujourd'hui, malgré toutes les réclamations, la France ne donne pas l'impression de reconnaître ces crimes et de faire un mea culpa. Ne serait-ce que commencer par là, avant d'évoluer vers une éventuelle réparation. Donc il y a un certain orgueil qui ne dit pas son nom. Il y a à la limite une certaine désinvolture qui fait qu'on se demande si la France regrette d'avoir commis autant de crimes, autant de mal, n'est-ce pas, à l'Afrique. Maintenant, qu'est-ce qui peut, pour que nos téléspectateurs comprennent bien pourquoi la France ne serait plus rien, oui, sans l'Afrique. Alors, commençons même au niveau strictement géopolitique. La France a un droit de veto à l'ONU, oui, au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce droit de veto, la France l'a
parce qu'elle a toujours donné l'impression de représenter l'Afrique à ce niveau-là. Oui. Pourtant, nous, les Africains, nous disons que l'Afrique aujourd'hui a le droit d'avoir son droit de veto en tant que l'Afrique au niveau de ce Conseil de sécurité de l'ONU, même s'il est contesté. Parce que nous, l'ONU, c'est un machin. Et ce n'est pas nous qui le disons. C'est un machin dont nous sommes pour qu'on revoie toutes ces organisations et que l'Afrique elle-même fasse preuve de la souveraineté dans la construction de ce type d'organisation qui désormais va représenter les intérêts de l'Afrique. Cela dit, s'il n'y a plus l'Afrique, entre guillemets, derrière la France n'a plus un droit de veto. Vous imaginez que l'Allemagne, sous prétexte qu'elle avait perdu la guerre, oui, qui est quand même la première puissance économique européenne, la première puissance militaire, la première puissance industrielle, etc., n'a pas un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, mais la France, elle a un droit de veto. Donc, c'est clair que ce n'est pas parce que la France est plus forte que l'Allemagne, c'est grâce à l'Afrique. Et donc, comme la France-Afrique c'est terminé, vous voyez que ce n'est plus qu'une question de temps. Ce droit de veto va se diluer. Il va se diluer pour la France. Je prends le niveau politique. La plupart de nos dirigeants en Afrique sont des laquais de la France. Ils ont été positionnés par la France. Donc, ils ne dirigent pas nos pays pour nous, ils dirigent nos pays pour les intérêts français. Nous les appelons les sous-préfets. C'est même plus revalorisant. Parce que chez nous, on appelle les sous-préfets les chefs d'État. Mais un laquais n'a même pas la possibilité de prendre la moindre initiative. Parce qu'il attend que ce soit Paris qui dise ce qu'il y a à faire. Donc, vous voyez que dès que les choses vont changer, ils ne pourront plus influencer nos choix de dirigeants. Et évidemment, il n'y aura plus de dirigeants pour eux qui vont jouer leur rôle. Voilà que sur le plan politique, ils n'auront plus rien à dire pratiquement au niveau de nos pays. Maintenant, au niveau de la diplomatie, on pourra échanger pour rester des gentlemen. Lorsque je prends l'économie, vraiment, là où plusieurs grands hommes européens, tout à l'heure vous avez cité Helmut Kohl, oui, qui a été un grand chancelier de l'Allemagne, et d'autres figures encore, qui disent qu'il faut tout faire pour que l'Afrique ne s'industrialise pas. Jamais. Mais on ne peut pas parler d'économie, M. Steve Ngos, sans industrialisation. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas du tout que l'Afrique s'industrialise? Parce que dès que l'Afrique va commencer à s'industrialiser, ils n'auront plus des marchés. Ils ne vont plus continuer de piller. Parce que quand je dis marché, je suis gentil. Ce sont des gré à gré. Ce sont des pillages qui se font. Ce sont des contrats d'adhésion. Parce que ce sont eux qui appellent les documents et demandent qu'on signe quelque part. On n'a jamais travaillé dans le sens de pouvoir faire un contrat en bonne et due forme. Donc, ils pillent tout ce qu'il y a chez nous, même en termes d'affaires, en termes de ressources, qu'elles soient minières ou bien naturelles. Donc, vous voyez que nous travaillons dans le sens du déclenchement du processus d'industrialisation en Afrique, et évidemment, ça permettra que ces pays occidentaux, et notamment la France, qui est présente à travers un certain nombre de multinationales françaises en Afrique, ne puissent plus avoir le droit ou la liberté de pouvoir disposer de nos ressources comme ils veulent, que ce soit minières ou les ressources comme le bois. Alors, vous savez que la Russie a d'abord mis en stand-by le gazoduc qui approvisionne l'Europe. Oui. Et il y a même des presses françaises qui disent que la France a été incapable de payer même ses factures d'énergie vis-à-vis de la Russie. Et que c'est l'une des raisons d'ailleurs que ça a été fait, que la Russie a pris cette décision. Donc, maintenant que la plupart des pays européens sont en train de se retourner vers le charbon, ce charbon-là provient du bois. Mais vous savez que le poumon, en termes de bois,
n'est-ce pas, dans le monde, surtout pour la France, c'est l'Afrique. Ce sont surtout les sociétés, parfois masquées françaises, qui détruisent nos forêts avec des billes de bois qui sont directement véhiculées par bateau en France et en Europe. Et donc, vous voyez que s'il n'y a plus de bois qui sortent sous cette forme-là, parce que laisser sortir du bois sous forme de billes de bois, c'est non seulement perdre énormément d'argent, mais c'est perdre beaucoup d'emplois, perdre beaucoup de technologies, perdre la possibilité pour les jeunes Africains de pouvoir développer les compétences dans ce domaine-là, en imposant, par exemple, ici, dans les pays, de transformer ces billes de bois, même jusqu'à la 3e, 4e transformation. Et vous verrez, il y a des études qui ont été menées dans ce domaine qui montrent que ça fait des centaines de milliers d'emplois qui peuvent être créés par une simple décision de dire qu'on ne veut plus qu'une seule bille de bois sorte de l'Afrique sans qu'elle ait subi 3 ou 4 transformations. Donc, ça, c'est autant de choses qui se font encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va dans des forêts et nous savons comment les riverains de ces zones-là qui sont détruites complètement, et eux, ils parlent de l'écologie, oui, de climat et tout ça, mais c'est eux qui détruisent. On sait comment les grumiers arrosent les riverains avec la poussière, comment ces grumiers détruisent les routes, les ponts, et pillent même dans des villages, etc., pour que tout ceci aille plutôt en France. Donc, lorsque j'évolue pour arriver au niveau, par exemple, de la culture, disons l'art, la culture, et je vais y mettre le sport. Commençons par ce qu'on peut appeler un sport majeur, le football senior. Oui. Regardez l'équipe nationale française, regardez toutes les équipes nationales françaises. Qui se sont succédés. Regardez ces équipes, regardez que ce soit au football, à la boxe, regardez le tennis, regardez. Vous allez voir, M. Steve Goss, le pourcentage des Africains qui sont devenus français parce qu'ils ont des performances exceptionnelles et ils ont donc la nationalité française et c'est eux qui font la fierté de la France à travers ces différents sports. Quand on ne prend que le football, il faut regarder combien d'Africains sont dans l'équipe nationale de football. Donc, ça c'est le sport. Vous prenez la culture, nos masques. Il y a combien de vos d'art africaines qui sont en France encore aujourd'hui. Et quand on prend une initiative de pouvoir envoyer, je ne sais pas moi, 2 ou 3 masques, ça fait la une de tous les journaux français, etc. Mais c'est une fortune que la France confisque après avoir spolié nos continents et sur laquelle elle pense rayonner son image. Par personne. 22 € à 30 € par entrée dans un musée. Alors, quand on étale ça sur les décennies depuis que ces musées sont là, etc., et donc la spoliation continue, le vol continue, le pillage continue. Quand nous prenons même les musiciens, les œuvres d'art, mais vous pensez que tout ce qui se passe dans les pays africains en termes de piraterie, etc., vous imaginez que la France n'est pas contente que ça se passe de cette manière-là? Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas comme ça en France? Pourquoi les œuvres des artistes sont protégées en France et les pays qui pour la plupart sont les anciennes colonies françaises, les artistes de ces pays-là ne peuvent pas être protégés par leurs œuvres? Il y en a qui meurent parce qu'ils n'arrivent pas à se soigner quand ils sont malades, alors qu'ils ont été des monuments artistiques sur le plan musical. Donc, alors, quand je parle de la mort de certains artistes et autres, j'embraye sur les questions de santé. Mais M. Steve Goss, vraiment j'aimerais que vous fassiez une émission sur la crédibilité de la médecine occidentale qui est répandue en Afrique. Oui. Parce que les téléspectateurs vont avoir froid au dos. Parce que cette médecine-là, elle n'est pas scientifique, elle est scientiste. Elle est au service des mondialistes. Donc, en réalité, tout ce que je suis en train de citer représente pour chaque axe un instrument pour pouvoir maintenir l'Afrique dans la pauvreté et dans la misère.
Donc, quand je prends la médecine, vous savez que parmi les plus grands fournisseurs de médicaments en Afrique, il y a évidemment la France. D'ailleurs, les médicaments sont même l'un des produits phares de la France, oui, que la France exporte vers l'Afrique. Et nous savons ce que c'est que les médicaments. Parce que les médicaments, c'est d'abord un poison. Il ne faut même pas réfléchir par mille chemins pour le savoir. Et par cette voie-là, les Africains sont très exposés. C'est pour ça qu'il est important que les Africains eux-mêmes commencent à fabriquer eux-mêmes leurs propres médicaments sur la base de toutes les essences que nous avons. Que ce soit les herbes, les racines, les arbres, on a tout pour ça. Donc, la France pille, n'est-ce pas, toutes ces essences-là, les importe et les transforme, y ajoute des poisons et renvoie ici à des prix qui sont hors du commun. Donc, et quand on prend les programmes d'éducation sont taillés à la mesure des programmes que la France nous envoie. Parce que c'est ça. Depuis qu'on a mis en place le système licence, master, doctorat, LMD. Oui, système LMD. Le système LMD, qui a été mis en place pour que les enseignements soient professionnalisants. C'est-à-dire que si je fais des études, M. Stingos, il faut que on me donne des cours qui me permettent que quand j'ai terminé, si je veux devenir journaliste, que je commence directement. Mais jusqu'aujourd'hui, nous formons plus de sans-emploi, étudiants sans emploi, que d'étudiants qui peuvent postuler et avoir un emploi. Mais ce programme, ce système LMD, ça fait au moins 10 ans qu'il a été adopté par les pays africains en général. Donc, mais le problème fondamental, c'est quoi? C'est que la plupart des programmes, ce sont des programmes qui ont été inspirés par la France et imposés même. Parce que vous savez que beaucoup de manuels dans les pays africains, c'est la France qui décide. Qu'on met tel ouvrage au programme. Nous, les panafricanistes, nous disons, il y a tel auteur qu'on connaît, qui a écrit ceci, qui a publié ça. Plusieurs auteurs africains ont d'ailleurs de l'éducation. Donc, par cette voie-là, l'impérialisme impose des ouvrages qui vont venir formater les pensées des étudiants et des élèves qu'on forme. Puisque la plupart des enseignants sont aussi passés dans ce moule, ils ont été formatés et vous ne pouvez pas avoir un manguier qui donne des avocats. Hein? Un manguier produit les mangues. Donc, de toutes les façons, quand les enseignants qui sont donc formatés dans ce moule-là ne donnent que ce qu'ils ont reçu, et ce qu'ils ont reçu, c'est encore ce qui est dans les ouvrages imposés par la France et la manière de dispenser les enseignements. Et c'est pour ça qu'on parle des cerveaux, qu'ils piquent des cerveaux. Mais bien sûr qu'ils piquent, oui. Bien sûr qu'ils piquent les cerveaux. Ils identifient les plus brillants, etc. et leur donnent l'impression qu'ils leur font une faveur en leur donnant des bourses. Moi qui vous parle, j'ai passé pratiquement 13 ans en Allemagne. J'ai eu 2 bourses de l'État camerounais, mais c'était en Allemagne. Le cycle d'ingénieur, le PhD, etc. Donc, ces bourses-là, ce ne sont pas des bourses qu'on accorde par hasard. Ce sont des bourses qu'on accorde parce qu'il y a un objectif à atteindre. L'objectif, c'est que, comme vous êtes brillant, quand vous terminez, avant même que vous ayez terminé, vous avez déjà des propositions qu'on vous fait pour mieux vous formater sur le terrain. Et un jour, vous entendez que, oui, Dr Ndouma qui est en France, c'est lui maintenant qui est ministre de ceci dans tel ou tel pays en Afrique. Parce qu'il va venir véhiculer, n'est-ce pas, on va dire, la doctrine. Il va venir véhiculer la civilisation française qu'il a intégrée pendant toutes ces années-là. Donc, si je continue, vous verrez que au niveau des juridictions, sur le plan législatif, vraiment, quand on parle de constitution, est-ce que la plupart des pays africains ont véritablement une constitution? Du tout. Je vous réponds tout de suite. Le Mali a travaillé sa constitution lui-même. Dans quelques temps, nous allons avoir la constitution du Mali qui est digne du peuple malien. La constitution qui est la loi fondamentale d'un peuple. La France décide de comment nos constitutions doivent être rédigées. Hein? Il n'y a pas très longtemps, avant l'assassinat du président tchadien
Idriss Déby. Non, et on a vu là où il expliquait comment à un moment donné, il voulait laisser le pouvoir. La France a envoyé un constitutionnaliste. La France a envoyé un soi-disant constitutionnaliste qui est venu lui dire que tu ne quittes pas le pouvoir. Voilà les gens qui nous donnent les leçons de démocratie, de bonne gouvernance, comment ils fonctionnent. Donc nous n'avons pas de constitution inspirée par nos peuples. Donc nous devons revoir tout cela. Je n'ai pas fait le tour complet, mais c'est pour dire aux téléspectateurs que véritablement, avec tous ces instruments-là, la France nous tient. Je ne peux pas sortir de ce tour sans parler du franc CFA. La monnaie. Parce que la monnaie, c'est l'alpha et l'oméga pour pouvoir espérer commencer une industrialisation. Oui. Les soi-disant économistes qui nous expliquent qu'il faut d'abord avoir une économie forte avant d'avoir la monnaie. Mais monsieur Steve Goss, c'est comme si vous allez me demander qu'entre la poule et l'œuf, qui est venu avant l'autre. Comment on peut vous demander d'avoir une économie forte? Économie forte signifie économie industrialisée. C'est-à-dire qu'il faut les moyens pour pouvoir développer de la valeur ajoutée, n'est-ce pas? Et c'est ici à un certain niveau pour qu'on dise que vous êtes une économie forte. Vous avez besoin d'argent pour ça. Mais on vous dit que non. Faites d'abord ça et après vous allez créer votre monnaie. Mais c'est terrible ça. Vous allez créer des industries? Mais vous allez créer les industries comment? Comment vous allez construire? Vous allez avoir même une vraie armée. Vous allez avoir une vraie armée comment? Vous allez équiper les soldats comment? Vous allez former les gens avec une formation d'élite. Comment? Avec quoi? Donc ce n'est plus à nous qu'on doit venir dire ces choses-là. Et les économistes, les collègues qui sont africains et qui continuent de tenir ce langage, je les appelle au bon sens. C'est une question de bon sens. Tout ce qui a été développé dans ces ouvrages, ce sont des individus qui l'ont fait, comme nous. Ils ne considèrent pas, eux, que nous sommes des êtres humains, mais ça, c'est leur manière de voir. Ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Mais nous savons que nous sommes des êtres humains. Nous avons même pour la plupart fréquenté avec certains d'entre eux. Nous étions premiers dans des classes où vous avez 2 ou 3 noirs et une classe de 30 personnes, 35 personnes. Nous sommes les premiers. Donc, ils ne sont pas plus intelligents et ils le savent. Mais chaque fois, ils donnent l'impression que c'est eux qui sont intelligents et ils peignent toujours l'Afrique en noir pour dire aux Africains que l'Afrique, c'est la misère, c'est la pauvreté, vous n'avez rien. Quand on veut vous classer, on ne regarde pas vos ressources minières naturelles, on regarde votre PIB. Mon œil. Le PIB, c'est quoi? La quantité de richesses créées, soi-disant créées sur une période. C'est ça. On ne regarde pas l'or que vous avez dans le sous-sol, qu'on pille. On ne regarde pas le diamant qu'on pille. On ne regarde pas l'uranium qu'on pille. Parce que quand on organise des conflits et les guerres, pendant que vous pensez qu'on est en train de vous protéger, on est en train de piller. Nous avons vu des images maintes fois. Oui. Hein? Des soldats en train de récupérer l'or et tout ça, et puis nuitamment pour envoyer en France. Donc voilà autant d'éléments qui montrent aujourd'hui que si nous avons notre monnaie, nous avons le premier pas vers la souveraineté. Et pour ça, évidemment, on doit profiter de la multipolarité, n'est-ce pas, qui a été déclenchée par la Russie. Mais moi, je salue le président Vladimir Poutine oui. Pour le courage, l'audace qu'il a relevé. Vous voyez, l'autre jour, j'étais en train de suivre un reportage où on expliquait que la France a continué de développer les centrales nucléaires, etc., pendant que l'Allemagne a démantelé progressivement l'énergie nucléaire. Et on est allé jusqu'à dire que la France serait la deuxième puissance nucléaire après les États-Unis. J'ai dit d'accord. J'attends aussi le classement que les Chinois vont faire. J'attends le classement des Russes. Parce que c'est toujours des informations que moi je prends avec beaucoup de réserve. Parce que c'est leur classement à eux. La France, deuxième puissance nucléaire après les États-Unis au monde. Mais vraiment, il faut aller dire ça aux gens qui ne se renseignent pas et qui n'ont pas des informations crédibles. Donc, c'est pour dire que la Russie aujourd'hui s'est positionnée pour dire il faut la justice au monde. On ne peut pas avoir des injonctions de l'État américain, n'est-ce pas? Dès que l'État américain tousse, Macron s'agenouille. Et puis tout le monde doit en souffrir.
Non, ça ne peut pas continuer comme ça. L'Afrique a dit qu'elle veut être souveraine et elle est en train de tout faire pour le faire. Elle peut s'appuyer sur des partenariats comme avec la Russie, avec la Chine, avec la Corée du Nord, avec la Turquie, l'Iran, etc. Tous les partenaires qui veulent du win-win, ils sont la bienvenue en Afrique. Mais la France, on en a marre. Et quand je fais le tour, on voit bien que dès que nous avons récupéré tout ça, la France va s'écrouler parce que c'est un château de cartes. Parce que c'est un château de cartes. Pour terminer et sortir rapidement de cet entretien, je vous poserai justement cette question. Est-ce qu'avec la déclaration, pour ne pas dire la confession de Jacques Chirac, les Français savent pertinemment que le porte-monnaie qu'ils ont vient entièrement et totalement de l'Afrique? Je crois que les Français doivent le savoir. Je pense qu'ils doivent le savoir en majorité et que, parce que c'est vrai, c'est une lapalissade, il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur de ce qui arriverait si la France perdrait l'Afrique. Mais les Français doivent le savoir, ça c'est sûr. C'est sûr. Surtout sûr et certain. Tous les politiciens, vraiment la jet set politique française, etc., doivent même tout faire pour entretenir cela. Mais je pense que le président Jacques Chirac donnait en même temps un conseil, parce qu'il a tiré la sonnette d'alarme. Il a même invité ceux qui viendraient après lui de prendre en compte cela. Et il est allé jusqu'à dire que c'est dans un avenir très proche. Exactement. Et c'est ce qui est en train d'arriver, M. Stilmos. Sauf que, oui. Je cite, pour donner justement, de mettre le dans votre vin, il dit « Alors il faut avoir un peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans un proche avenir. » C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jacques Chirac qui l'a dit. Tout à fait. C'est Jacques Chirac qui le dit et il a été pour les Français, et quand je le compare à plusieurs d'entre eux qui sont passés après lui, il a été pour moi l'un des plus grands chefs d'État français. Vraiment. Mais je n'ai pas l'impression que ceux qui sont venus après lui ont pris... Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron. Oui, mais Sarkozy, c'est lui qui a bombardé Kadhafi. Il a passé son temps à dire que les Africains ne sont jamais rentrés dans l'histoire, etc. Il est venu à Libreville, ici au Gabon, faire son one-man show, croyant qu'il va narguer les Camerounais ou bien le président Biya, comme si on avait besoin de lui au Cameroun. Après lui, on a vu François Hollande, qui est venu donner des leçons. Il arrive jusqu'au Cameroun, il attend qu'on dise que le pouvoir va changer. On lui dit, mais ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Il est où? Mais le président patriarche Biya, il est encore là. Donc voilà le gamin qui vient d'arriver. Il est trop jeune et malheureusement, il est politiquement incompétent. Monsieur Macron est politiquement incompétent parce qu'il est pire que Monsieur Hollande. Donc, lorsqu'on voit tout ça, on voit bien que ils n'ont pas suivi le conseil de quelqu'un qui est un grand visionnaire, qui les invitait à commencer à s'adapter à la nouvelle donne de l'évolution de l'Afrique et du monde. Merci à vous, Dr Jean-René Doumbouya, d'avoir été de nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.